Bonsoir à tous. Je vais vous parler des vampires ce soir, puisque c'est le sujet qui a remporté vos votes dans mon dernier sondage. Alors évidemment, tout le monde connaît les vampires, avec les règles et l'imagerie qui s'y rattachent. Mais dans cette vidéo, on va essayer d'aller plus loin et de remonter aux origines du mythe. Ça nous emmènera jusqu'à l'Antiquité, avec des créatures comme Lilith ou les Striges. On verra aussi comment la littérature et plus tard le cinéma ont transformé le folklore de l'Europe de l'Est pour fabriquer le vampire moderne. Et comme on aime aussi les histoires, on regardera la vie et la légende de certains personnages, comme Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, ou la comtesse Elisabeth Báthory. Donc il est temps maintenant pour vous de vous asseoir ou vous allonger confortablement, de mettre vos écouteurs. Toutes ces choses dans cette vidéo peuvent être un peu effrayantes, mais vous êtes parfaitement en sécurité et vous pouvez maintenir vos yeux fermés. Vous n'avez pas besoin des images pour suivre l'histoire et vous préparer pour ce long voyage, parce qu'on va avancer et reculer dans le temps plusieurs fois et aller dans beaucoup d'endroits dans cette vidéo. La plus célèbre histoire de vampire aujourd'hui est sans doute celle qui est à l'origine du vampire moderne. C'est le roman Dracula de Bram Stoker. Ce livre a été publié en 1897 et à l'époque il a été un assez grand succès d'édition, même si ça n'était pas le premier qui s'inspirait du mythe des vampires. Comme vous le savez sans doute, Dracula raconte l'histoire de Jonathan Harker, un Anglais, qui est envoyé en Transylvanie pour organiser la vente d'une propriété à Londres à un mystérieux comte Dracula. Dans le château de Dracula, où il a été reçu comme invité, Harker rencontre Dracula lui-même et ensuite fait de nombreuses découvertes à l'intérieur et autour du château, dont notamment d'autres vampires, les fiancés de Dracula. Finalement, il parvient à s'enfuir et sa fiancée, Mina, voyage depuis l'Angleterre jusqu'à un couvent en Roumanie où Jonathan a été recueilli et est en train d'être soigné. Entre-temps, Dracula a voyagé jusqu'à Londres où il veut s'installer pour se reconnecter avec le monde moderne. Harker retourne à Londres avec Mina et avec l'aide d'autres personnages, ils luttent ensemble contre Dracula jusqu'à finalement réussir à s'en débarrasser. Dans ce roman, Dracula est présenté comme une créature morte-vivante, vieille de plusieurs siècles, et il apparaît à la fois charismatique, mystérieux, très intelligent. Il doit dormir, se reposer pendant la journée, et a besoin de terre de Transylvanie pour récupérer ses forces. Il est indiqué aussi qu'avant de devenir un vampire, il était un guerrier, un combattant contre les Turcs, alors qu'ils essayaient d'envahir la Transylvanie. Le personnage de Dracula, en fait, a été assez directement inspiré par une véritable figure historique, Vlad Tepes, qui est surnommé aussi Vlad l'Empaleur, qui était un souverain de Valachie. La Valachie, aujourd'hui, c'est une région au sud de la Roumanie. Mais historiquement, elle a été pendant un certain temps une principauté indépendante, pendant le Moyen Âge, à partir du XIVe siècle. Elle est ensuite devenue un vassal de l'Empire ottoman, de l'Empire turc, pendant 4 siècles. Et finalement, au XIXe siècle,
elle s'est unie avec la région de Moldavie, qui est plus au nord, pour créer le royaume indépendant de Roumanie. La Valachie avait pris son indépendance de la Hongrie et pendant toute son indépendance, elle était coincée entre, d'une part, l'expansion des Turcs au sud, qui étaient installés en Bulgarie, et d'autre part, au nord, le royaume de Hongrie. La Valachie était une monarchie élective, et les Dracules, la famille de Vlad Tepes, était une famille noble qui, à plusieurs reprises, a occupé le trône de Valachie. Vlad a été lui-même élu souverain de Valachie et a imposé son autorité en purgeant la noblesse et en punissant de façon souvent très cruelle tous les citoyens, tous les villageois qui se rebellaient contre lui. Il était célèbre pour punir très durement ses opposants en leur imposant le supplice du pal, de l'empalement, par lequel il pouvait parfois faire exécuter en même temps plusieurs centaines de personnes. Et c'est cette pratique qui lui a valu son surnom de Vlad l'Empaleur. Le sultan ottoman, Mehmed II, a ordonné à Vlad Tepes de lui prêter hommage et d'accepter la vassalité de la Valachie à l'Empire turc. Mais il a refusé et exécuté les envoyés du sultan avant de lancer sa propre invasion du territoire ottoman. Et une fois encore, en montrant très peu de pitié pour les gens, on pense qu'il a ordonné le massacre de dizaines de milliers de Turcs et de Bulgares qui se trouvaient sur son chemin. Plus tard, il a été capturé et gardé en captivité pendant plusieurs années avant d'être libéré et de mourir dans une bataille en 1477. Au moment de sa mort, ses actes de cruauté, qui étaient, même pour l'époque, très au-delà de ce qui était habituel, et sa façon aussi d'affirmer son autorité en ordonnant des exécutions massives, était devenus déjà célèbres dans d'autres parties de l'Europe, proches des Balkans, comme l'Allemagne ou la Russie. Au XIXe siècle, quand des historiens roumains ont commencé à élaborer une histoire nationale pour ce pays qui venait de prendre son indépendance pour la première fois, il est devenu une figure importante de cette histoire nationale parce qu'il avait été un souverain autoritaire qui avait régné pendant une époque où une partie de la Roumanie était indépendante. En fait, il n'y avait jamais eu aucune connexion entre Vlad Tepes et le vampirisme, jusqu'à Bram Stoker, qui a imaginé cette relation pour créer son personnage. Il a mélangé beaucoup de folklore roumain et transylvanien. On reviendra sur ce point plus tard, avec une figure de l'histoire locale pour créer Dracula. Mais Dracula n'est pas du tout le premier roman qui met en scène des vampires. Il y en avait eu plusieurs avant, notamment une histoire publiée en 1819, très longtemps avant Dracula, qui s'appelait tout simplement Le Vampire, avec un Y, ou un roman du nom de Carmilla, publié en 1872. Tous ces romans font partie d'une littérature qu'on appelle gothique. C'est un type de roman d'horreur qui sont apparus principalement en Angleterre, et certains de ces romans sont très connus. Il y a aussi Frankenstein, le roman de Mary Shelley. Il y a une grande partie des œuvres d'Edgar Allan Poe, ou encore des romans de Charles Dickens. Les romans ou les histoires gothiques étaient souvent un bon filon pour l'édition. Ils avaient un certain succès commercial et ils étaient populaires dans plusieurs pays européens, en particulier en Grande-Bretagne et aussi en Allemagne. Ils ont inspiré donc beaucoup de livres au XIXe siècle
et on les appelait gothiques parce que le décor était assez souvent ancien, médiéval, et rappelait l'architecture gothique. Leur succès était bien sûr dû en partie à leur atmosphère et au goût du public pour les histoires d'horreur. C'est un genre qui continue à fonctionner encore bien aujourd'hui. À ce propos, il existe une théorie qu'on peut trouver assez séduisante qui fait le parallèle entre la révolution industrielle d'un côté et de l'autre un appétit grandissant pour les histoires d'horreur, de magie, pour le fantastique. Parce que plus la science a permis d'expliquer certains phénomènes, plus l'industrialisation a commencé à changer les paysages, les styles de vie, les villes et la société dans son ensemble, plus s'est développée une attraction pour les périodes anciennes, parce qu'elles devenaient une sorte de refuge pour le mystère, pour les rêves, pour des créatures extraordinaires qui ne trouvaient plus leur place dans la réalité du monde moderne. Mais au-delà de cet attrait pour l'horreur, ces romans, et en particulier ceux avec des vampires, fonctionnaient aussi assez bien parce qu'ils étaient assez transgressifs pour l'époque, tout en restant socialement acceptables. Pour les contemporains, il y avait toujours un deuxième niveau de lecture dans ces romans. Vous savez qu'au XIXe siècle, la société bourgeoise, la bonne société en Europe, était extrêmement stricte moralement. C'était la période victorienne au Royaume-Uni et dans tous les pays européens. La société bourgeoise, qui était la principale consommatrice de ces romans, se devait de respecter une morale familiale et sexuelle très conservatrice telle qu'on la définirait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la réalité était tout à fait alignée avec les principes. À Londres ou à Paris, cette même période était aussi une sorte d'âge d'or pour la prostitution qui était extraordinairement répandue. Et donc, d'un côté, on avait une société qui valorisait énormément les valeurs morales et forçait ses membres à les respecter, au moins en apparence, alors que de l'autre, il y avait beaucoup d'activités dissimulées et d'hypocrisie également qui existaient. Mais plusieurs de ces romans gothiques, et en particulier donc les histoires de vampires, avaient une deuxième lecture de type érotique ou sexuel qui a un peu perdu son évidence aujourd'hui, mais qui était assez transparente pour des lecteurs de l'époque victorienne. Le personnage de Dracula, il est à la fois suave, puissant, il séduit les femmes qu'il transforme en vampires. Et c'est encore plus évident dans un roman comme Carmilla, que j'ai mentionné auparavant, où le monstre, entre guillemets, est un vampire femme qui poursuit une autre femme, et le roman rend assez clair le fait que cet attrait pour un personnage du même sexe est absolument monstrueux, mais en même temps, le roman est entièrement construit autour de cette histoire, et on voit donc bien, certes la répulsion, mais aussi la fascination et la curiosité pour la possibilité de cette relation. Évidemment, aujourd'hui, cette deuxième lecture est presque invisible parce qu'on est habitué à une présentation explicite de l'attraction sexuelle et elle n'a plus besoin d'être suggérée à travers une histoire. Mais peut-être que quelque chose reste de cette époque dans le portrait qu'on fait des vampires. Ils sont presque toujours représentés depuis le XIXe siècle avec une libido, des pulsions sexuelles. Ce sont le plus souvent des séducteurs et les gens, entre guillemets, normaux sont censés être attirés par eux. Donc d'un côté, ce sont des créatures mortes vivantes qui ne sont qu'en partie humaines, mais la part humaine des vampires comprend des pulsions que, encore aujourd'hui, on a tendance à considérer comme dangereuses
quand elles ne sont pas mises sous contrôle par les individus ou par la société. Mais d'où vient tout ce folklore qui a été rassemblé pour créer Dracula et d'autres vampires? C'est là que, pour le comprendre, on a sans doute besoin de remonter le temps, et même bien plus loin que Vlad Tepes, Vlad l'Empaleur, parce que dès l'Antiquité, on voyait déjà apparaître des créatures mythologiques qui contiennent des éléments assez proches de ceux qui vont former le mythe du vampire. Peut-être que déjà tout commence avec une sorte de fascination collective pour le sang qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés antiques. La particularité du vampire, parmi d'autres créatures surnaturelles, c'est qu'il se nourrit de sang pour allonger son existence. Et on retrouve déjà un ancien mythe babylonien qui a plus tard été absorbé dans la mythologie juive, qui est le personnage de Lilith. Lilith était vue comme une sorte de démon femelle qui s'attaquait aux hommes et aux enfants pour se nourrir de leur chair et de leur sang. Dans le folklore juif, elle est présentée comme la première femme d'Adam avant Ève. Et dans de nombreuses cultures, des créatures qui ne sont pas vraiment des vampires, mais qui se nourrissent de sang humain, existent. En Chine, par exemple, il y a des contes qui remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec des créatures qui reviennent de la mort pour s'attaquer aux hommes vivants. Et on en trouve également en Inde, en Malaisie, en Polynésie, et également dans des légendes aztèques. Beaucoup de sociétés anciennes qui pratiquaient les sacrifices pensaient que le sang humain pouvait transmettre la vie d'un individu à un autre. Le répandre sur le sol pouvait aussi fertiliser la terre, ou simplement maintenir le monde à l'écart du chaos et de la mort en apaisant les dieux. Et cette croyance était également présente dans l'Antiquité grecque et romaine, et on le voit dans la mythologie. Le sang pouvait rendre les gens plus jeunes et rallonger leur vie. Par exemple, il y a le personnage de Médée, une magicienne qui, selon la tradition, aurait sacrifié son frère pour étendre la vie de son amant. Dans les traditions grecques et latines, il y a aussi plusieurs créatures assoiffées de sang qui apparaissent, la plupart du temps femelles, comme Lamia ou les Striges. Initialement, Lamia était aussi une créature mythologique. C'est une femme qui a été transformée en monstre qui se nourrit des enfants après que ses propres enfants à elle aient été tués. Elle avait été séduite par Zeus et la femme de Zeus, Héra, par vengeance, avait tué les enfants de Lamia. Plus tard, le mythe de Lamia a inspiré les Lamiailles dans les contes grecs et romains. Ce sont des sortes de fantômes qui séduisent les jeunes hommes pour satisfaire leur appétit sexuel et ensuite se nourrir de leur chair. On voit ici qu'il y a une sorte d'avertissement qui est adressé aux jeunes hommes de ne pas se laisser aller à leurs pulsions, en particulier avec des gens qu'ils ne connaîtraient pas, parce que ça peut véritablement se terminer en sanction, en punition pour eux. D'autres créatures surnaturelles étaient les striges. Les striges, ce sont, pour les Grecs et les Romains, des sortes de grands oiseaux un peu similaires à des chouettes, mais qui se tiennent comme des chauves-souris avec les pieds vers le haut et la tête en bas. Et ils étaient censés attaquer les enfants pour boire leur sang. Ces créatures, ou Lilith qu'on a mentionné auparavant, ne sont pas vraiment des vampires, puisque ce ne sont pas des morts vivants, mais elles montrent la fascination pour le sang humain et expriment aussi peut-être une peur, une terreur
des hommes de devenir les proies d'autres animaux ou d'autres êtres. En tout cas, tout ce que ces entités ont en commun, c'est de briser un tabou qui est de consommer du sang humain, ce qui les place à l'extérieur de l'humanité. Et justement, le statut du sang et son importance pour la vie sont restés un sujet de préoccupation, au-delà de l'Antiquité gréco-romaine, quand le christianisme a commencé à se répandre. Après tout, dans une messe catholique, même si c'est bien sûr métaphorique et symbolique, les fidèles sont invités à consommer le sang du Christ. Sur ce point, l'Église a toujours très clairement condamné une interprétation littérale de l'Évangile, mais malgré ça, parmi les premiers chrétiens, dans les premiers siècles de notre ère, et même au-delà, jusqu'au Moyen Âge, il a existé une tradition un peu marginale qui associait le sang avec le salut ou la prolongation de la vie. Dans l'Europe médiévale, au XIe siècle, 1000 ans après l'apparition du christianisme, il y avait encore des sorciers et de soi-disant docteurs qui recommandaient de boire le sang de jeunes filles vierges pour combattre des maladies ou pour étendre l'espérance de vie. Mais peut-être que la contribution du christianisme au mythe moderne du vampire va encore plus loin. Parce que le christianisme établit que le corps est juste une enveloppe matérielle pour l'âme qui continue d'exister dans un autre monde après la mort, en attendant l'apocalypse. Ces différentes dimensions de l'être, avec la distinction entre la partie physique et la partie spirituelle, n'est pas quelque chose qui est propre au christianisme, ni qui est apparu avec lui. Mais ce qui est nouveau, c'est la croyance que les âmes peuvent rester bloquées entre le monde physique et le monde spirituel, et éventuellement retourner à leur corps pour les habiter, notamment dans des cas de péché très graves comme le suicide, ou si le corps n'a pas été correctement enterré, ou s'il n'a pas reçu les derniers sacrements. Beaucoup de sociétés antiques croyaient aux fantômes et aux créatures surnaturelles, mais pas véritablement à des morts vivants qui pouvaient avoir une dimension physique. Et cette croyance apparaît dans l'Europe chrétienne. Néanmoins, il a fallu très longtemps pour que la crainte de voir des corps animés par un esprit ne se manifeste. Donc il faut éviter le déterminisme. Les plus vieilles rumeurs que l'on connaisse à propos de ce genre de phénomène apparaissent il y a environ 1000 ans, au XIe siècle. Il y a une histoire, une anecdote de cette période dans des documents originaires de Normandie qui parlent du corps d'un chevalier qui était mort excommunié et dont on aurait plusieurs fois retrouvé le corps en dehors de sa tombe. Et bien qu'on l'y ait ramené, le corps était régulièrement retrouvé dans d'autres endroits. Au XIIe siècle, notamment en Grande-Bretagne et en Scandinavie, les inquiétudes autour de la possibilité de voir des corps s'animer ont commencé à fusionner avec de plus anciennes croyances venant des sagas nordiques ou des légendes païennes. Et les premières histoires de défunts, généralement des gens qui avaient été excommuniés, qui quittent leur tombe la nuit pour tourmenter leur famille ou pour causer des séries de morts, sont apparues. Et dans toutes ces histoires, on retrouve des points communs. Quand on ouvrait les cercueils pendant la journée, les corps sont découverts presque intacts, mais couverts du sang de leurs victimes. On trouve plusieurs anecdotes de ce type dans des chroniques écrites en latin en Angleterre à la fin du XIIe siècle. Ces chroniques précisent que la seule façon de se débarrasser de ces créatures, c'est de percer le corps avec une épée et ensuite de le brûler. Vous voyez que les premières pièces, les premiers éléments
du mythe moderne du vampire sont déjà en train de se profiler. Malgré ces premières manifestations de vampirisme en Europe de l'Ouest au XIIe siècle, le phénomène n'est pas devenu de grande ampleur. Il est resté limité à quelques villages. L'endroit et l'époque où le vampirisme a véritablement acquis une bien plus grande dimension, c'est au XIVe siècle et en Europe centrale, notamment en Bohême et dans le sud de la Pologne, en Silésie. Cette épidémie de vampirisme, avec des histoires de personnes qui quittent leur tombe la nuit pour attaquer les vivants, est intervenue pendant les grandes épidémies de peste. Vous savez que l'Europe a été frappée plusieurs fois pendant le Moyen Âge par la peste, et la maladie était absolument incomprise et donc impossible à soigner et à dévaster la population. Il est possible et même probable que les morts étaient tellement nombreux dans ces régions que dans la précipitation pour enterrer les gens, on ne vérifiait pas précisément si la mort clinique était intervenue, et il est possible que des gens aient été enterrés vivants. C'est probablement pour ça que quelques jours après avoir enterré quelqu'un, quand on amenait un autre corps dans une tombe familiale, on pouvait retrouver un corps couvert de sang qui s'était en fait réveillé dans son cercueil et s'était blessé en essayant de sortir, ou qui était mort de faim ou de maladie. Malgré cette peste qui a frappé toute l'Europe, les histoires de vampires sont restées beaucoup plus fréquentes et communes en Europe centrale et orientale. Mais au XVe et au XVIe siècle, dans les décennies suivantes, la crainte des morts vivants est devenue beaucoup plus généralisée dans toute l'Europe. On est maintenant à la fin du Moyen Âge et au début de la Réforme protestante, et aussi à une période pendant laquelle la peur du mal et du démon et du surnaturel a pris de nouvelles formes. C'est aussi la période pendant laquelle les grandes chasses aux sorcières en Europe sont apparues, alors qu'elles étaient assez marginales au Moyen Âge. Et là encore, l'Église a pu contribuer à cette obsession des morts vivants, parce qu'en 1484, le pape approuve la publication d'un livre en latin qui s'appelle le Malleus Maleficarum, et qui est une grande enquête à propos des démons et des fantômes. Et pour la première fois, l'Église reconnaît officiellement l'existence des morts vivants. Ça a contribué certainement beaucoup à transformer des histoires locales à propos de morts vivants en de véritables légendes dans l'ensemble de la chrétienté. La réforme protestante, elle aussi, a contribué à cet engouement, si on peut dire, pour les morts vivants dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Au lieu de considérer le vampirisme comme une sorte de superstition, les pères fondateurs de la Réforme, comme Luther en Allemagne ou Calvin, ont parlé des morts vivants et expliqué le phénomène par la sorcellerie. Donc le mort-vivant devient à ce moment, aussi bien pour les catholiques que pour les protestants, une sorte d'envoyé du diable. Il travaille pour lui, et cette figure devient crainte dans l'ensemble de l'Europe. Mais autant dans les décennies suivantes, la crainte des morts-vivants va plutôt reculer au XVIIe siècle en Europe de l'Ouest, autant elle va rester très enracinée en Europe de l'Est. Et peut-être qu'une histoire qui y a contribué est celle de Elisabeth Báthory. Avec Vlad Tepes, elle est une de ces figures historiques, réelles, qui ont pu inspirer le mythe moderne du vampire. Alors qui était Elisabeth Báthory? C'était une aristocrate hongroise qui a été également une tueuse en série. Le royaume de Hongrie au XVIe et au XVIIe siècle
était bien plus grand que la Hongrie actuelle. Il avait déjà perdu des territoires contre les Turcs, mais il possédait encore toute la Hongrie actuelle, la Slovaquie et une partie de la Roumanie. Elisabeth Báthory a été arrêtée et inculpée pour le meurtre de centaines de jeunes filles. Quand elle était elle-même une enfant, elle souffrait de crises épileptiques régulières. Et on pense que la raison de ces crises d'épilepsie pourrait être une maladie génétique, parce que ses parents étaient apparentés et il y avait eu beaucoup de mariages intrafamiliaux. À l'époque, un des traitements qu'on essayait contre l'épilepsie consistait à enduire les lèvres d'un ou d'une malade avec le sang de quelqu'un qui n'était pas atteint de ce mal. Et on pense que peut-être tous ces meurtres ultérieurs ont fait partie d'une tentative pour guérir de cette maladie. Plusieurs sources, mais aucune n'apporte une preuve définitive, indiquent aussi qu'elle aurait été entraînée, quand elle était encore enfant, par ses parents, à être cruelle et extrêmement dure. Par exemple, elle aurait été forcée d'assister à des punitions ou même des exécutions assez brutales. Mais en même temps, sa famille s'était convertie au calvinisme. Ils étaient réformés. Et donc ça pourrait expliquer certaines histoires hostiles contre la famille. Mais il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle a réellement commis des crimes. Elle a été mariée très jeune à un autre noble hongrois. Elle a été fiancée à 10 ans et mariée à 15. Elle s'est installée dans la résidence de son mari, dans les Carpates, qui consistait en un château entouré de plusieurs villages. Mais ensuite, son mari était généralement absent, parce qu'il commandait des troupes hongroises dans la guerre contre les Ottomans, et elle a donc assuré la gestion du domaine. En 1585, elle avait 25 ans, et elle a eu une fille, et elle est devenue veuve une vingtaine d'années plus tard, en 1604, quand son mari est mort de maladie. À peu près à la même période, en 1604, les accusations contre elle ont commencé à se multiplier et une enquête a été diligentée par le roi, qui a fait témoigner des douzaines de personnes. Et d'après ces témoignages, plusieurs servantes, des jeunes filles de 10 à 14 ans, qui avaient été embauchées pour travailler à son château, avaient mystérieusement disparu. Ensuite, elle aurait commencé à torturer et à tuer des jeunes filles de la petite noblesse qui lui avaient été envoyées pour être éduquées et apprendre l'étiquette. Également des dizaines et peut-être même des centaines d'enlèvements de jeunes filles dans les villages qui faisaient partie de son domaine ont été signalés. La plupart de ces jeunes filles auraient été amenées à son château, torturées et ensuite tuées. Lorsque le château a été fouillé, des corps mutilés ont été trouvés dans plusieurs endroits, et ça a rendu impossible la dissimulation du scandale. Elle a été arrêtée et confinée dans son château, mais elle a pu échapper à la peine de mort grâce à la réputation et à l'influence de sa famille. Donc après son procès, elle est restée enfermée et elle est morte 4 ans plus tard. Elle a gagné, dans cette histoire, le surnom de la comtesse sanglante et elle a également acquis une réputation qui va peut-être bien au-delà des actes qu'elle a réellement commis. Il n'y a pas grand doute sur le fait qu'elle était une tueuse en série, qu'elle a pratiqué la torture, mais on lui prête aussi le fait de s'être baignée dans le sang de ses victimes et même d'avoir consommé leur chair. Elle était très certainement une psychopathe, très sadique, mais le reste est difficile à prouver. Par exemple, l'anecdote à propos des bains de sang est de toute façon postérieure à son procès. Elle est apparue seulement au XVIIIe siècle. Et c'est aussi au XVIIIe et au XIXe siècle
que son cas a inspiré de nombreuses histoires et a été intégré à la littérature gothique et aux entités vampiriques qui en font partie. Donc, comme pour Vlad Tepes, sa contribution au mythe des vampires est une création littéraire qui est apparue bien après son époque. Mais quand même, elle a passé ses dernières années emmurée dans ses appartements, et tout de suite après sa mort, des rumeurs se sont répandues dans la région autour de son château, selon lesquelles elle continuait, au-delà de la mort, à commettre des meurtres, cette fois comme morte vivante. Son château a été abandonné, et aujourd'hui il présente toutes les caractéristiques du château gothique au sens littéraire du terme. De grosses murailles, un donjon sinistre et un état général de ruines un peu romantique. Peut-être que ce château lui-même, qui était déjà dans cet état au XIXe siècle, a inspiré Bram Stoker pour créer le château de Dracula dans son roman. Il y a malgré tout des raisons pour lesquelles les croyances dans le vampirisme ont fleuri de cette manière en Europe de l'Est et dans les Balkans, beaucoup plus qu'en Europe de l'Ouest. À l'Ouest, elles ont reculé, comme on l'a signalé auparavant, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ces régions à l'Ouest étaient beaucoup plus exposées à la diffusion des découvertes. Elles étaient plus urbaines aussi, et en général plus riches. L'Europe de l'Est a évolué beaucoup plus lentement. Il y avait beaucoup de régions reculées, les cités, les villes étaient restées très petites, et l'alphabétisation de la population n'a pas vraiment commencé avant le XIXe siècle. Un autre élément est la religion. Dans les pays catholiques ou dans l'Angleterre anglicane, l'Église a lutté contre l'hérésie et contre les superstitions, et elle menaçait directement les gens qui auraient colporté des histoires à propos des morts vivants. C'était beaucoup moins le cas dans les pays de tradition orthodoxe, où l'Église locale, au contraire, écoutait ces histoires et les a parfois intégrées aux croyances locales. Donc, à peu près à la même époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, le vampirisme est peu à peu oublié en Europe de l'Ouest, alors qu'il se multiplie en Europe de l'Est et les témoignages sur les morts vivants deviennent de plus en plus fréquents. Au XVIIIe siècle en particulier, dans la première moitié du XVIIIe siècle, il y a des cas de psychose locale qui se développent autour du vampirisme, en Prusse orientale, en Serbie, en Pologne, dans certaines parties de la Roumanie et de la Russie. Et les autorités sont parfois obligées d'intervenir pour stopper la contagion de la peur, et elles doivent parfois vider un cimetière entier et ouvrir des tombes simplement pour vérifier l'état des corps qui y reposent. Les vampires de cette époque, tels qu'on les craint en Europe de l'Est, ont beaucoup de caractéristiques que le vampire du XIXe siècle va avoir dans la littérature. Ils dorment dans leur cercueil pendant la journée, ils se nourrissent de sang, mais par contre ils ne sont pas séduisants ni attirants du tout. Au lieu d'être pâles, ils sont plutôt rouges du sang qu'ils ont bu, ou alors ils ont la peau sombre parce que ce sont des corps en décomposition. Ils portent les suaires dans lesquels ils ont été enterrés, et ce sont simplement des monstres affamés de sang. Ils ne parlent pas, ils ne font pas de plans, et en dehors de leur apparence, on ne leur attribue pas de caractéristiques véritablement humaines. C'est aussi au XVIIIe siècle que des scientifiques, des docteurs, essayent de comprendre le phénomène, et même s'ils restent eux-mêmes en général sceptiques sur l'existence des vampires. On est à l'époque où se déploie la philosophie des Lumières, quand les philosophes essayent d'expliquer, si ce n'est tout, du moins le plus de choses possible, à travers la raison et une observation rigoureuse. Donc,
bien sûr, ils considèrent le vampirisme comme une superstition, ou à défaut comme quelque chose qui pourrait s'expliquer rationnellement, médicalement. Mais en parlant du vampirisme, même si c'est pour nier sa réalité, les livres et les premières encyclopédies, de nombreux articles aussi, au XVIIIe siècle, en font à nouveau un phénomène connu et familier en Europe de l'Ouest. Jusqu'à présent, seuls les voyageurs et les diplomates connaissaient ces épisodes de psychose caractéristiques de l'Europe de l'Est autour des vampires. Mais tous ces traités et ces articles vont à nouveau populariser le concept en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, dans les Pays-Bas. Et ces régions où les vampires avaient été oubliés connaissent à nouveau l'existence du phénomène, à défaut d'y croire. À partir du XVIIIe siècle, le vampire acquiert 3 caractéristiques qui n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi l'époque où le terme vampire, dans différentes langues, commence à être utilisé de façon universelle pour qualifier ce phénomène. La première des caractéristiques qu'on attribue aux vampires, c'est que ce sont des créatures matérielles, physiques, ce qui en fait une entité totalement différente de tous les fantômes et esprits, et donc d'autant plus dangereuse. C'est aussi, deuxième caractéristique, une créature de la nuit. Il n'aime pas, ou même est en danger, quand le soleil brille. Et finalement, il peut se reproduire. Les victimes des vampires peuvent devenir des vampires à leur tour, après leur mort. Autour de ces caractéristiques générales, d'autres croyances, la plupart d'entre elles venant d'Europe de l'Est et généralement seulement locales, ont été ajoutées au mythe et ensuite rendues populaires par les romans et plus récemment par les films. Une d'entre elles, par exemple, est que les vampires ne peuvent pas avoir d'image dans un miroir ou qu'ils n'ont pas d'ombre. Ce détail sur les vampires vient en fait des régions germaniques. Ça n'était pas une croyance présente dans d'autres endroits. Il y a aussi la croyance à propos de l'ail qui maintiendrait les vampires à distance, et celle-ci vient de Roumanie. Il y a encore d'autres traits propres aux vampires qui ont été totalement inventés par la littérature ou par les films. Par exemple, les canines surdéveloppées. Elles ne sont jamais mentionnées avant le XIXe siècle, avant la littérature. Et les vampires étaient en fait censés absorber le sang de leurs victimes, soit à travers les pores de leur peau, soit même par magie à distance. Une autre invention de la littérature et des films, c'est l'association avec les chauves-souris, la transformation des vampires en chauves-souris. En fait, généralement, en Europe de l'Est, les gens pensaient que les vampires pouvaient se transformer en n'importe quel animal. Malgré la révolution industrielle qui a progressivement étendu son emprise partout en Europe, le monde devenait beaucoup plus petit, avec des trains et des bateaux bien plus rapides qu'auparavant. Mais certaines régions des Balkans ou d'Europe centrale sont restées relativement isolées au XIXe siècle. Et la croyance dans le vampirisme, notamment dans des parties rurales de la Roumanie, restait encore très forte. Les gens qui présentaient une prédisposition supposée à devenir des vampires, par exemple s'ils avaient été excommuniés, ou s'ils étaient morts par suicide, ou même simplement morts violemment, ou parfois juste à cause de particularités physiques, comme le fait d'être roux ou d'avoir les yeux très foncés. Ces gens étaient enterrés de façon spéciale. Ils avaient leur front percé avec un clou avant l'enterrement, ou alors ils étaient mis dans une tombe avec de l'ail dans la bouche pour éviter que l'esprit ne puisse retourner au corps. Il y a aussi une croyance, ou il y avait une croyance,
dans différentes régions que l'on pouvait tromper les vampires et les forcer à rester dans leur tombe. Par exemple en répandant du sable ou en Russie des graines de pavot à l'intérieur du cercueil. Le vampire serait obligé de compter chaque grain de sable ou chaque graine chaque nuit, et la nuit se terminerait avant qu'il ait eu le temps de terminer et de sortir. En Serbie, on peignait des croix sur toutes les ouvertures des maisons pour les protéger. Ou en Roumanie, il y avait la croyance dans le pouvoir de l'ail d'éloigner les vampires, et donc on en suspendait devant les ouvertures de la maison, et on frottait les serrures ou les ouvertures plus petites avec une gousse d'ail. Ceci dit, en dehors de ces régions bien précises, la foi dans la science et la révolution industrielle ont fait rapidement disparaître la croyance dans les vampires. Et c'est précisément le moment où la littérature et le mouvement romantique ramènent les vampires, cette fois sous la forme d'une entité littéraire que les gens ne croient pas, ne prennent pas réellement au sérieux, mais à propos desquels ils veulent savoir plus de choses et qui, d'une certaine manière, les fascinent. Ça ne veut pas dire que la peur a disparu complètement. À la fin du XVIIIe siècle, un nouveau concept de ce que sont les monstres émerge dans le monde occidental. La croyance dans les monstres réels n'est plus véritablement soutenable dans le nouveau monde qui se dessine, mais il existe l'intuition que les monstres pourraient être les créatures de l'esprit humain et les créations de l'esprit humain. Dès qu'on oublie la raison et que l'on laisse la peur nous dominer, les monstres peuvent apparaître à partir de notre esprit. C'est le thème notamment d'une série de gravures de Goya, les Caprices, Los Caprichos, qui illustrent avec toutes sortes de monstres ce qui se produit quand les êtres humains s'abandonnent au sommeil ou quand ils deviennent déraisonnables. On a maintenant atteint le XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, la croyance dans le vampirisme a maintenant largement disparu, alors que le vampire littéraire, et notamment celui élaboré par Bram Stoker, le remplace. Mais même si ce vampire a un certain succès d'édition, ça n'est pas encore véritablement une icône omniprésente comme elle a pu l'être au cours des 20 ou 30 dernières années dans les séries télévisées ou le cinéma. Ce qui va encore bien plus populariser les vampires, c'est déjà un peu le théâtre, mais surtout après le cinéma. Et ça commence justement sur une scène de théâtre. En 1924, le roman Dracula est adapté pour le théâtre, et pour la première fois, le comte Dracula acquiert cette tenue qui est devenue célèbre, avec un habit de soirée et une cape noire. La même pièce est lancée en 1927 aux États-Unis, sur Broadway, et remporte un très grand succès, avec un acteur d'origine hongroise qui s'appelle Bela Lugosi dans le rôle du comte Dracula. Et c'est lui, dans le rôle titre, qui va transformer Dracula en une sorte de légende du cinéma, quelques années plus tard. En 1931, sort le premier film de vampire qui s'intitule Dracula et qui est lui aussi une adaptation du roman avec Bela Lugosi dans le rôle principal. C'est une adaptation assez directe du livre, mais ça n'est pas le premier film de vampire qui n'ait jamais été fait. En 1922, il y a eu un film allemand de Friedrich Murnau qui fait lui aussi un film adapté du roman qui s'appelle Nosferatu. Le film est passé quasiment inaperçu et il n'a été redécouvert que quelques années plus tard. Nosferatu a une approche totalement différente de l'apparence du vampire. C'était initialement
un film fait avec l'intention d'adapter aussi le roman de Bram Stoker. Mais les légataires de Stoker n'ont pas autorisé les réalisateurs à utiliser les droits. Et donc Vampire est devenu Nosferatu, et le comte Dracula est devenu le comte Orlok dans ce film. Mais le matériel d'origine est le même. L'absence d'autorisation explique pourquoi le film est passé totalement inaperçu. Il ne pouvait pas être vendu à l'exportation, et les légataires de Bram Stoker ont fait un procès pour faire détruire toutes les copies. Seules quelques-unes ont réussi à survivre, et le film a pu être sorti quelques années plus tard. Il est considéré aujourd'hui comme un véritable chef-d'œuvre du cinéma expressionniste. L'apparence de Nosferatu est réellement terrifiante, avec une tête chauve, des griffes, une sorte de manteau noir assez sinistre. Il a une apparence extrêmement différente du Dracula de Bela Lugosi, et peut-être plus terrifiante visuellement. Dans les années 30, les films d'horreur avaient déjà un certain succès commercial, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était déjà un genre bien établi pendant l'âge d'or de Hollywood. L'Amérique est devenue l'endroit où les vampires ont reçu la meilleure réception dans les films, ce qui est un peu un paradoxe, parce qu'il n'y a jamais eu aucune tradition américaine autour du vampirisme, tout a été importé depuis l'Europe. Mais le vampire s'est américanisé à travers ces films, et il a reçu encore d'autres attributs, notamment la chauve-souris qu'on a mentionné auparavant, ou la généralisation de ces canines surdéveloppées qui n'existaient pas encore vraiment. Et c'est sous cette forme qu'il a été réexporté ensuite dans le reste du monde et jusqu'en Europe. Mais pendant 20 à 30 ans, des années 1930 jusqu'aux années 1950, les vampires ont été presque absents en dehors des États-Unis et ont été ensuite réintroduits avec ces nouvelles caractéristiques à travers les films et les romans. Bela Lugosi est mort en 1957 après avoir fait de nombreux films de vampires, incluant d'ailleurs des parodies de ses propres films. Il était tellement identifié avec ce rôle qu'il n'a jamais pu en avoir d'autres, et il a été remplacé comme vampire le plus célèbre par un acteur britannique, Christopher Lee, qui est sans doute le plus célèbre Dracula, avec Bela Lugosi. À la fin des années 50, les films de vampires ont commencé à être produits un peu partout dans le monde, et non plus seulement à Hollywood, en Italie, au Mexique, en Espagne, en Grande-Bretagne. Il y a eu plusieurs pays qui ont développé leur propre industrie du film de vampires. Et en quelques décennies, les vampires sont passés d'une sorte de personnages de niche dans les films d'horreur à de véritables icônes qui ont été utilisées dans à peu près tous les genres, et pas seulement dans les films, mais aussi dans les séries télévisées ces 20 dernières années. On a vu tellement de vampires récemment sur les écrans que peut-être il y a une forme de lassitude, de fatigue qui s'est installée, et c'est compréhensible parce qu'ils sont très omniprésents. Les vampires ont été tellement présents et avec tellement de clichés qui se sont installés que pour beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu leur pouvoir subversif ou leur capacité à faire peur. Mais même si on voit moins de vampires sur les écrans dans les années qui viennent, ça ne veut pas dire que le mythe lui-même va disparaître. D'où vient le mythe? Sans doute de questions et d'angoisses à propos de la vie après la mort, à propos de notre connexion avec le monde physique, d'un questionnement sur notre place parmi les espèces, de l'attrait de la transformation et du concept de vie éternelle. Et tous ces éléments vont perdurer. Ils sont la raison même pour laquelle des créatures semblables aux vampires apparaissent déjà dans les récits les plus anciens, il y a plusieurs milliers d'années.
Donc les vampires pourraient très bien changer de forme dans l'avenir, peut-être même être appelés différemment, mais quelque chose d'eux, de toute façon, va rester. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que le voyage en tout cas a été agréable. Merci à tous pour votre soutien dans les commentaires ou en dehors de YouTube, sur Facebook ou Patreon. Cette vidéo a déjà une version anglaise et j'enregistrerai sans doute aussi la version en espagnol. Et on se retrouvera bientôt pour un autre sujet. Au revoir.